Shalom, bonjour ou bonsoir à tout le monde et soyez les bienvenus dans notre troisième séance sur la transmission du leadership. Et nous parlons aussi sur le pouvoir du mentorat et la succession. C'est votre frère le pasteur Salomon Canning Alsel de l'émission En Ligne de l'Église. Alors aujourd'hui, comme j'avais promis, nous avons donné certains exemples par rapport au principe de leadership qui a été établi par Mahatma Gandhi, qui est aussi considéré comme étant l'un des plus grands leaders qui ont marqué le siècle. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit le leadership n'est pas à propos de trouver quelque chose pour vivre, mais le leadership est à propos de trouver quelque chose pour mourir, avoir la conviction de mourir pour une cause. Le leadership n'est pas une conviction, trouver quelque chose pour vivre avec, mais c'est trouver quelque chose pour vivre, pour mourir. La conviction, mourir pour une cause. C'est ça le vrai sens de leadership. Si tu as une conviction, tu te découvres une conviction, tu découvres une vision. Donc tu as la passion dans cette vision-là, alors tu dois être prêt à mourir à cause de cette vision-là parce que la vie devient moins utile par rapport à la vision. Le leader considère toujours leadership, c'est découvrir quelque chose qui est plus important que la vie. C'est-à-dire qui est la vision. Quand on a la vision, vous avez cette conviction de poursuivre ta vision qui peut te coûter la mort parce que tu considères la mort comme étant, tu considères la vie comme étant quelque chose qui est moins important par rapport à la vision. Donc c'est ça. Bref, le leadership, c'est découvrir quelque chose pour mourir avec, mais pas pour vivre. Alors, j'avais donné l'exemple de Mahatma Gandhi, et je vous ai seulement en termes de rappel, ou bien en titre de rappel, je vous ai dit il est mort avec, comment dirais-je, avec 40 kilos parce qu'il avait refusé de prendre une nourriture et il a dit jusqu'à ce que mon peuple sera libre. Et notamment, nous avons souligné que c'est un activiste des droits de l'homme ou bien de paix et qui a vraiment lutté pour l'indépendance ou bien la liberté de l'Afrique du Sud, y compris aussi de l'Inde. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre exemple. Nous allons parler sur Nelson Mandela, qui est parmi les 5 personnes qui ont marqué notre siècle. Je pense bien sur la liste, il se classe la première personne qui a marqué le siècle. Nelson Mandela est aussi considéré comme le plus grand leader de notre siècle. Voilà. Alors, il a aussi beaucoup d'exemples. Mandela, il est aussi un exemple de suivre dans la matière de leadership. Je voudrais seulement vous rappeler que la leçon de la transmission de leadership, c'est quelque chose qui n'est pas seulement obligatoirement pour l'Église. Non, non, le leadership a plusieurs aspects, même dans le domaine politique, dans le domaine de la gouvernance, des entreprises, ONG, tout consort. Vous voyez, même dans les institutions, voilà, maintenant le leadership a plusieurs façons, a plusieurs branches. C'est pourquoi les exemples que nous prenons ici ne sont pas obligatoirement les exemples de la Bible. Il y a plusieurs exemples aussi on peut prendre qui sont en dehors de la Bible, mais sachant que Jésus-Christ est le plus grand leader qui n'a jamais existé dans l'histoire. Revenons à notre mouton. Nous parlons de Nelson Mandela qui est considéré comme le plus grand leader qui a marqué ce siècle. Donc voilà. Alors, Nelson Mandela a été arrêté à cause d'une conviction. La conviction, puisque sa conviction était quoi? Il avait compris qu'il était tellement injuste pour une minorité blanche de diriger la majorité des Noirs, bien d'autres races. Et je pense bien à l'époque, les Blancs étaient vraiment en minorité, moins de 20%, bien moins de 18%, je pense moins de 18%, ils étaient moins de 18%. Il était minorité, moins de 18%, mais il dirigeait la majorité. Alors, il avait trouvé ça, c'était vraiment l'injustice
Et pour voyager dans son propre pays, il doit avoir un passeport. Pour aller dans une autre province, il faut avoir un passeport, un visa. Voyez, alors ce sont des gens qui avaient lutté. Et il était un activiste des droits de l'homme. Ils ont lutté pour que son peuple soit libre. Mais il avait découvert dans sa vision, alors qu'il avait, disons, son objectif était la liberté de son peuple, l'indépendance de son peuple. Alors, comme il avait une vision, dans cette vision-là, il y avait une conviction, et la conviction a engendré une passion jusqu'à tel point il était prêt aussi à mourir à cause de la liberté de son peuple, ou bien de l'indépendance de son peuple. Vous voyez. Alors, Nelson Mandela, les gens qui ont eu la chance de serrer sa main, on dit quand vous serrez sa main, vous le saluez, et vous serrez sa main, donc ses mains, c'est comme le roc, donc c'est vraiment comme les rochers. Mais c'est tellement très fort comme le rocher, il avait perdu même comment le sens, qu'il peut toucher quelque chose, mais il ne sent pas comme il a touché quelque chose. Il a perdu, comment dirais-je, il avait perdu le sens de la toucher, voilà. Donc quand il touche maintenant quelque chose, maintenant ses mains deviennent insensibles, comme si il n'a pas touché quelque chose. Pourquoi? Puisque pendant tout ce temps qu'il est resté dans la prison, il faisait que tailler les pierres. On leur donnait un grand travail, bien des grands travaux. Chaque jour, quand ils se réveillaient, on les ramenait dans des carrières pour tailler des pierres. Tailler des pierres. On n'utilisait pas les machines pour broyer les pierres. Il broyait les pierres avec les mains, avec les marteaux. Pendant toute sa vie, les 25 ans qu'il a fait dans la prison, il a dit que tout son temps, presque il passait ça à tailler les terres. Comme il avait l'habitude de toucher les marteaux, chaque jour pour broyer les pierres, tailler les terres jusqu'à tel point que ses mains étaient devenues insensibles à la toucher. Donc quand vous touchez sa main, vous sentez devient tellement dur. Et les gens avaient négocié avec lui à maintes reprises, les hommes blancs. Ils avaient négocié avec lui à maintes reprises pour lui libérer. Il a dit que non, aussi longtemps mon peuple ne sera jamais libre, je ne sortirai jamais de la prison. Je préfère mourir dans la prison, d'avoir la liberté, tandis que mon peuple ne sont pas libres. Il avait refusé toutes les négociations. Il avait refusé, tous les dialogues qu'on lui avait proposé pour sa liberté. Il avait dit, le jour que moi je sortirai de la prison, c'est le jour que mon peuple sera libre. Aussi longtemps mon peuple n'est pas libre, il n'y a aucune négociation, il n'y a aucun dialogue que moi je n'ai pas accepté pour que mon peuple soit libre, et jusqu'à ce qu'il est obligé de faire les travaux qui étaient forcés, et ses mains étaient devenues insensibles à toucher les histoires. Quand vous serrez sa main, c'est tellement dur. Pourquoi? Parce qu'il avait, il avait une conviction sur sa vision. Comme je disais que leader, c'est quelqu'un qui doit trouver quelque chose pour mourir, mais pas pour vivre. Voilà, c'était seulement un exemple qu'on peut résumer à des petites phrases par rapport à la vision, la conviction de Nelson Mandela. Alors, si tu veux être populaire, n'essaye pas de devenir un leader. Si tu as besoin d'être un impressionniste, il ne faut jamais rêver un jour de devenir un leader. Les leaders ne sont pas les gens qui sont tellement populaires. Un bon leader n'a pas besoin de la popularité. Un leader n'est pas un impressionniste. Les vrais leaders ne cherchent pas les disciples. Mais les disciples sont attirés par les vrais leaders à cause de sa conviction. Donc ça, ce sont des valeurs de leadership. Un bon leader n'est pas celui qui est toujours derrière les gens, qui va manipuler les gens, qui va chercher les gens afin que les gens puissent le suivre. Non. Un bon leader, par définition, mais par des valeurs, il ne cherche pas les disciples, mais les disciples sont attirés par un bon leader suite à sa conviction et suite à ses passions qui attirent les gens. Le leadership n'est pas le droit d'un leader, mais un privilège donné par les disciples. Vraiment, j'aime ça. Le leadership n'est pas le droit d'un leader. Ce n'est pas un droit qu'on doit donner à quelqu'un, le titre de leadership. Mais le titre d'un leader, ce n'est pas un droit. Mais on dit ceci, mais c'est un privilège donné par
Les disciples, c'est les disciples qui lui donnent ce privilège de devenir leur leader. Voyez. Rappelez-vous quand les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte, quand ils étaient impatients à l'absence de Moïse. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que non, choisissons-nous un leader et rentrons en Égypte. C'est pourquoi on dit le leadership n'est pas un droit d'un leader, mais c'est un privilège. Ce n'est pas ton droit. C'est un privilège donné par les disciples. C'est-à-dire quoi? Les disciples doivent sentir qu'ils sont attirés vers toi par ta conviction, par ta passion. Et c'est alors qu'on va te donner ce droit-là. Maintenant, nous voulons parler sur les défis de leadership. Voilà, le leadership a plusieurs défis. Il y en a certains principes ici. Nous allons énumérer quelques seulement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Nous allons énumérer quelques défis de leadership. Voilà, le premier défi de leadership, c'est quoi? Le plus grand acte de leadership, ça c'est le mentorat. Je parlais de ça au début. Le plus grand acte de leadership, c'est le mentorat. Ayez des personnes à qui vous encadrez, qui doivent prendre vos responsabilités un jour que vous serez absent ou le jour que vous mourrez. Et le jour que tu vas commencer une œuvre, le jour que tu implantes une œuvre, c'est le même jour que tu dois penser avoir un remplaçant des gens, puisque la mort peut te surprendre à n'importe quel moment. La mort n'annonce pas et la mort n'attend pas d'âge. Un bon leader planifie les successeurs le jour qu'il commence son œuvre. C'est le jour qu'il entre dans sa fonction, il doit penser déjà à son successeur. Tu vois, un bon leader ne pense pas au titre de l'élévation qui viendront les jours à venir. Un bon leader ne pense pas aux élections qui viendront l'année prochaine, les années à venir. Un bon leader, c'est celui qui pense sur l'avenir lors de son absence. Un bon leader, c'est celui qui pense à son successeur lors de son absence pour s'assurer que non, rien ne puisse échouer dans tous les efforts qu'il a fournis, qu'il a travaillé pendant toute sa vie. Il doit s'assurer que non, rien ne doit échouer à son absence. C'est pourquoi on parle que le premier défi de leadership, le plus grand acte de leadership, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est un mot anglais, comme j'avais dit, c'est qui signifie mentoring, c'est-à-dire encadrer. Le terme terre à terre, bien le terme ordinaire, on parle en termes de mentoring, c'est-à-dire mentorat, mentor, encadrer les gens. Voilà. Voilà. Nous allons parler maintenant sur le deuxième défi de leadership. On dit, si par exemple, tout ce que tu avais appris, tout ce que tu avais atteint, tout ce que tu avais accumulé ou accompli pendant ta vie, si tu meurs et que tout meurt avec toi ensemble, cela signifie que tu avais échoué carrément et tu es une génération d'échecs. Ça, c'est le deuxième défi du leadership. Donc, tout ce que tu avais appris, tout ce que tu as accueilli dans ta vie, tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as atteint, tes objectifs, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as accumulé, en bref, si par exemple, tout ce que tu as investi, voire même, si par exemple, quand tu meurs et tout meurt avec toi ensemble, quand tu es enterré, ta vision est enterrée, tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as atteint, meurt et enterré avec toi ensemble, c'est-à-dire tu es une génération d'échecs. Voilà l'échec, tu n'as pas réussi. Tu as carrément échoué. Le troisième défi de leadership, mentoring, bien le mentorat, ne sont que des manifestations d'un niveau de la maturité. Le mentorat, c'est la manifestation d'un niveau de la maturité. Quelqu'un qui est mature, il doit déjà penser à mentoring les gens ou bien à faire le mentorat. Le mentorat, c'est seulement donné aux gens qui ont des capacités de maturité. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ce que j'ai toujours eu la préoccupation de faire toute ma vie. Et je dois assurer qu'avant un jour que je meure, je dois laisser les archives électroniques qui vont servir à des générations qui viendront. C'est ce que je fais chaque fois
et je dois m'assurer que toutes les audios que j'ai enregistrés, j'ai fait qu'écrire chaque jour, je fais des recherches chaque jour, je lis chaque jour, j'écoute chaque jour pour avoir un bagage. Et ce bagage-là a pour objectif de publier ça dans les réseaux sociaux un jour que je serai absent, qu'une autre génération puisse s'en bénéficier. C'est pourquoi j'ai toujours dit que mentoring, le mentorat ne sont que la manifestation d'un niveau de la maturité. Quand quelqu'un est en mesure de comprendre que non, il doit encadrer les gens, il doit mentoring les gens, il doit avoir le mentorat, encadrer les gens. Il doit penser à la génération qui viendra lors de son absence, lors de sa mort. C'est ça la grande maturité. La confidence de soi-même parce que tu donnes tout ce que tu as appris et accumulé. De tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé, il faut s'assurer que non, quand tu vas mourir, ne meurs pas avec ça. Tu dois avoir la confidence de soi-même pour livrer ça aux autres, donner ça aux autres. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé comme la connaissance, il faut laisser ça, léguer ça à une autre génération. Un bon leader n'investit pas dans les biens matériels, mais il investit la connaissance aux gens. C'est tout ce que je suis en train de faire. Alors, je souhaiterais que le Seigneur puisse te donner aussi les mêmes fardeaux, tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as appris pendant ta vie, tu sois aussi à mesure de transmettre ça à une autre génération. C'est aussi un élément très important pour les défis de leadership, puisque nous sommes en train de parler sur les défis de leadership. Entre-temps, je pense bien qu'on peut s'arrêter ici et nous allons parler la suite à la 4e séance. Soyez bénis. Merci.